Bonsoir tout le monde. Nous sommes mardi le 11 octobre. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candidat. Je vous remercie d'être présent. Aujourd'hui, les élections au Québec sont terminées. Et ce qui s'en vient, ça paraît pas, mais déjà le 11 octobre, le 8 novembre, il va y avoir les midterms aux États-Unis. Alors, je vais répondre à différentes questions qui me viennent là-dessus, à savoir, Gilbert, est-ce que tu as des prédictions? Bien là, le candidat n'aurait pas de prédiction, voyons donc. Donc, je vais parler des midterms en grande partie de l'émission. Mais il y a 2-3 questions qui reviennent, dont une très récente concernant l'explosion qu'il y a eu le pont de la Crimée. Je vais juste donner quelques petites opinions là-dessus. Et la question qui me revient souvent, c'est Gilbert, est-ce que l'argent va vraiment disparaître? Pas sûr. Mais quelle va être la nouvelle richesse entre les pays? Qu'est-ce que tous les pays veulent? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un pays va avoir un plus gros PIB? L'économie s'en va vers quoi? C'est à peu près les questions qui reviennent le plus souvent. Mais avant, j'ai eu tellement de plaisir à suivre la campagne électorale au Québec. Merci à tous ceux qui ont écouté les dernières émissions. Il y en avait 3 ou 4 en ligne où on touchait directement aux élections du Québec. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Et je pense qu'on était pas mal proche du résultat final. Ce qui m'a fait rire, pour terminer ce dossier-là, c'est qu'au cours de la semaine qui a suivi la campagne électorale, le soir du vote, j'ai eu l'impression, j'ai lu quelques journaux, puis j'ai l'impression que, bien que le parti Coalition Avenir Québec ait gagné, et majoritaire, très majoritaire, en lisant les articles, c'est tout sauf ça. On dirait que tu lis un article, le Parti québécois a gagné, a fait bonne figure, puis blablabla, puis tu comprends à la fin que c'est parce qu'ils prévoyaient avoir juste peut-être un candidat d'élu, puis ils en ont eu 3, de grandes victoires. Même chose pour le Parti libéral. Le Parti libéral, qui en avait 32 députés, ils ont fait élire 21. Puis là, dans les journaux, c'est la grande victoire du Parti libéral, parce qu'ils prévoyaient en avoir moins, puis 21. C'est un succès, le Parti libéral a gagné. Et t'as la Coalition Avenir Québec, c'est malheureux, le premier ministre n'a pas gagné son pari, parce que lui, d'après moi, il prévoyait de n'avoir pas loin de 100, puis il y en a eu juste 90, donc c'est le perdant. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas, en tout cas, c'est ce qui est arrivé. Bon, fait que c'était pour terminer à peu près le dossier. On n'en parle plus, au moins pour 4 ans, j'imagine. Bien, les sujets d'aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, j'ai un livre que je recommande. C'est rare que je fais ça. On parle souvent de changement climatique. Changement climatique, c'est pas tout le monde qui a la même opinion. Même que si tu n'as pas l'opinion que le changement climatique est en train de tuer tout le monde, il y a plusieurs médias qui te traitent d'édenté ou de différentes choses parce que tu n'y crois pas vraiment, puis tu t'informes autre. Il y a un livre qui a été écrit. L'auteur, c'est Yves Roucaute. Le titre, c'est L'obscurantisme vert. Lui, il va pas du dos de la cuillère. Puis il est précis, puis c'est clair. Son livre, je répète, L'obscurantisme vert, la véritable histoire de la condition humaine. Et là, il fait des références avec le temps, l'histoire. Ce dont plusieurs en parlent aussi, que le réchauffement climatique, historiquement, au Groenland, il a déjà fait très chaud historiquement dans l'histoire. Là, je parle de milliers d'années. Et il revient là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle beaucoup de la manipulation des graphiques. Ceux qui connaissent ça un peu, ce dossier-là, le GIEC, la grosse machine qui n'arrête pas de parler de réchauffement climatique, puis là, j'ai pas besoin de finir ma phrase, tout le monde est courant de ça. Disons qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Il explique un peu c'est quoi le CO2, une molécule de carbone, 2 molécules d'oxygène, puis il explique, puis là, c'est bien fait. Je le répète, ceux que ça intéresse, moi, ça m'a intéressé, puis je vais le lire plus en profondeur
Et il parle des ppm là-dedans, le nombre de ppm. Je vais y revenir s'il y en a que ça intéresse. Merci encore une fois de cliquer le pouce en l'air. Ça nous aide à se faire connaître un peu partout dans le grand réseau de YouTube, sur les réseaux sociaux. Et s'il y en a que ça intéresse, dans les commentaires, vous avez juste à marquer que oui, ça nous intéresserait d'en savoir plus concernant l'obscurantisme vert. Alors, je vais revenir là-dessus. Bon, la question qui me revient souvent et qui en fait, ça vient d'arriver, l'explosion du pont de Crimée. Premièrement, il faut savoir que la Crimée, c'est au sud, je dis toujours au sud, c'est une péninsule au sud de l'Ukraine. Le climat, en passant, ceux qui veulent le vérifier, là, la Crimée, c'était une belle place. C'était une belle grande terre, c'était un beau grand terrain. C'est une belle péninsule qui tombe dans la mer Noire. Là, c'est beau, c'est beau. Puis le climat est méditerranéen. Là, c'est... Et concernant le pont de la Crimée, il faut connaître un peu la carte, là, ceux qui la connaissent. Je ne sais pas si à l'écran, vous allez voir à gauche ou à droite, là, mais de toute façon, c'est la Russie du côté sud-ouest de la Russie, c'est proche de la Crimée. Et Poutine a fait construire un pont. Ça, il a fait ça en 2014. Quand il a dit non, on reprend la Crimée, il y a eu un vote. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde dans l'Occident qui croit au résultat du référendum. Il a gagné, je pense, c'est 95,2 % de la population voulait que la Crimée redevienne associée à la Russie, ne plus être une possession de l'Ukraine. Il faut se rappeler, en passant, que c'est en 1954. Ça, c'est Khrouchtchev. Moi, je ne le sais pas, cette histoire-là. Là. Khrouchtchev, je pense que c'est en 1954. Je n'étais pas là. Mais il semblerait qu'il y aurait, en toute conscience, dire à l'Ukraine, bon, ben tiens, la Crimée, c'est un cadeau, c'est à vous autres maintenant. Ça fait partie de la République de l'Ukraine. Semblerait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout ça pour dire que plusieurs années plus tard, là, la grosse histoire arrive. Puis je vais essayer de la raccourcir. Encore une fois, s'il y en a qui s'intéressent, s'il y en a qui disent « Hey, Gilbert, j'aimerais ça que tu en parles plus en profondeur. » J'ai pas de problème avec ça. On peut descendre jusqu'à dans le temps des Tatars, si vous voulez. On peut même aller à l'époque où même les Turcs habitaient la Crimée. C'était musulman. On peut revenir loin en arrière. Mais là, je veux juste faire un petit raccourci sur ce qui revient souvent, Gilbert, l'explosion. Premièrement, mon côté à moi là-dessus, c'est, d'après moi, c'est pas Poutine qui a fait sauter le train, parce qu'il y a différentes positions. Là. Il y aurait un train sur ce fameux pont-là, qui, d'après moi, je ne veux pas me tromper, c'est 18 ou 28 kilomètres. C'est le plus long pont de l'Europe, en passant. Et ce serait un train qui aurait explosé un wagon. Bon, ça c'était une version. Il y a l'autre version, évidemment, que différents hauts placés ukrainiens sur les grands réseaux comme Twitter auraient écrit « Merci, une affaire de fête » ou des choses du genre qui, là, commencent à donner des doutes dans la tête au monde. Coudonc, c'est pas un train qui aurait explosé, ça serait volontaire pour empêcher la Russie d'amener de l'armement en Crimée. Rappelez-vous qu'en 2014, Poutine a dit non, on reprend la Crimée, on fait un référendum, puis la population a accepté de redevenir partie intégrante de la Russie. On ne parle pas de l'URSS, on parle en 2014, là, après 1991, évidemment, là, l'histoire du pont, pas le pont, mais le mur de Berlin qui a tombé, là, tout a tombé. J'ai toujours l'impression qu'en 91, en Europe, il y en a tombé des choses. Et c'est exactement à cette période-là que tout a tombé. Et la Russie est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, n'est plus l'URSS, République soviétique. Et, bon, j'en reviens à 2014. Et là, la Crimée est redevenue... Je savais que c'est une longue histoire. Mais en passant, le pont, ceux qui veulent aller vérifier, là, la ville, le pont arrive à Kerch. Du côté est de la Crimée, il y a une petite ville, là, Kerch. C'est là qu'arrive le pont. Et là, tu t'en vas vers la Russie. 28 kilomètres plus tard, tu es en Russie.
Tout ça pour vous dire que j'aimerais bien ça en parler longtemps. Je peux en ajouter, là, j'ai pris des notes. Moi, ce qui m'impressionne dans les personnages, c'est Viktor Yanukovych. Lui, il y a eu un genre de l'Euromaidan en 2013-2014, dans ces coins-là. Et moi, elle est intéressante, cette histoire-là. Elle est intéressante. Tout ça pour vous dire que si ça m'intéresse, je peux faire une émission là-dessus, puis je vais m'informer beaucoup plus en profondeur et je vais lire beaucoup là-dessus. Parce que là, je sentais que la question voulait me poser. Gilbert, penses-tu que ça va finir, ça? Ça, c'est peut-être plus intéressant quand on en parle. Là. Je pense que l'OTAN, c'est un secret pour personne. L'OTAN, je dirais États-Unis, puis ça irait plus vite, là. Bien que ça inclue plusieurs pays. Et l'OTAN commence à disait, on va juste protéger l'Ukraine. Il n'attaque pas. Il aide l'Ukraine à se défendre. Là, rappelez-vous qu'il y a eu le Nord Stream, le pipeline qui fournissait le gaz. L'Europe a dit, on coupe tout à Russie, on va tuer leur économie. Ça a commencé comme ça quand Poutine est entré en Ukraine puis il a dit, garde. Vous allez arrêter de bombarder les russophones dans l'Est, ce qu'on appelle le Donbass. D'ailleurs, il y a eu 4 régions, 4 référendums qu'il vient d'avoir, là, ça fait pas une semaine, 2 semaines. Et les 4, je pense que le plus bas référendum, c'est à 94 ou 96 % qui ont voté pour redevenir une partie de la Russie, qui serait le côté ouest de la Russie. Sud-ouest, qui serait le Donbass. Il y a 4 régions qui auraient voté. Pourquoi Poutine a fait ça? Et pourquoi je dis, je pense pas qu'on va s'en sauver. C'est pessimiste ce que je dis là. Poutine a vraiment fait quelque chose qu'on appelle... C'est l'agresseur, pour le dire d'une façon polie, là. C'est l'agresseur, c'est lui qui est rentré en Ukraine. Mais, pour terminer cette histoire-là du pont de la Crimée, là, quand ça se met à sauter, là, puis là, les gens se posent la question. Je répète, même avec l'histoire des deux, là, le Nord Stream, là, quand l'explosion dans la mer Baltique, il y en a qui posent des questions. C'est-tu l'Ukraine qui est sous l'ordre des États-Unis? C'est quoi? Bon. Maintenant, la version que j'aimerais que vous, si vous êtes intéressé. Son nom, c'est François Asselineau. Vous pouvez le trouver facilement sur différents réseaux, sur YouTube, ses émissions. François Asselineau. C'est le fondateur du parti Union populaire républicaine en France. Tellement bon historien, connaît tellement l'histoire de l'Ukraine, de la Russie, l'explique très, très, très bien. Ceux qui veulent en savoir plus sur... Parce qu'il y a toujours 2 côtés, une pièce de 25 sous. Lui, c'est l'autre côté, puis là, il explique qu'il n'est pas plus d'accord que moi. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui est d'accord avec ce qui est en train de se passer et ce que Poutine est en train de faire. Sauf qu'il explique exactement ou le mieux possible le pourquoi. Le pourquoi. Et lui, il descend en arrière, là, jusqu'à l'époque des Ottomans. Pour vous dire que lui, là, il est capable de vous expliquer toute cette histoire-là. Et je l'écoute, je le trouve tellement intéressant, en plus de différents livres. Mais s'il y en a que ça intéresse, François Asselineau, en passant, il a été candidat. Lui, il a créé son parti politique et il voulait être président de la France. Lui, c'est clair. Hein? Il sortirait de l'Union européenne. Il sortirait de l'OTAN. Lui, dans sa tête, et quand on l'écoute, on comprend bien que il serait peut-être temps que la France reprenne son identité. Disons que c'est pas le gars qui adore le phénomène grandiose de l'Union européenne, là, puis chaque pays laisse un petit peu de son identité, puis c'est l'Union européenne qui décide pour tout le monde. La preuve, c'est que la Hongrie, ce qui donne raison à François Asselineau, là, la Hongrie n'est pas trop d'accord avec l'Union européenne. L'Italie, avec madame qui vient d'être élue, elle, j'ai hâte de voir. J'ai hâte qu'elle rencontre Macron face à face. Oh, elle ne se gêne pas, elle. Elle aussi. Ce qu'on appelle, malheureusement, les médias,
les appelle des extrêmes droites, là. Elle n'est pas d'extrême droite. Ils vont faire de l'histoire de cette femme-là, historiquement, puis là, il la traite quasiment de nazie. Ce serait bien, à un moment donné, d'écouter ce qu'elle dit puis de voir sa pensée. Elle n'est pas seule. C'est pas le seul pays, d'ailleurs. Même la Suède commence à dire qu'ils ont un petit peu trop d'immigrants et que ça va pas bien, là. Ils commencent à le dire ouvertement. L'Italie aussi. Puis, elle a dit quasiment clairement que l'Union européenne est en train de faire exprès pour qu'il y ait de plus en plus d'immigrants qui viennent du Sud, que ce soit de l'Afrique centrale ou de l'Afrique du Nord, pour les faire monter en Europe, pour perdre leur identité, les noyer dans l'immigration. Elle va loin dans son explication. Mais tout ça pour vous dire que François Asselineau, si jamais ça vous intéresse d'avoir un petit peu plus d'histoire concernant l'Ukraine, l'URSS, les républiques soviétiques socialistes, Monsieur Asselineau, en passant que je salue, je le trouve très intéressant et j'ai l'occasion de l'écouter à quelques reprises. Bon, j'avais dit que ça irait vite. Bon, la Chine, il y en a qui me posent la question. Je vais y répondre. Bien, je vais tenter d'y répondre. On s'en va vers quoi? La vraie richesse mondiale va être quoi? À mon avis, je pense qu'on s'en va vers... Bien, le mot le dit, les terres rares. À mon avis, c'est ça qui s'en vient, la puissance. Plus précisément, là, ça va être le pays qui va réussir à créer le mieux, le plus performant semi-conducteur. J'apprends rien à personne. La Taïwan a quasiment le contrôle de la nouvelle... C'est eux autres les plus grands producteurs. La Chine est choquée de ça. La Chine veut avoir la Taïwan. Ça, c'est un autre dossier. Mais en attendant, la Taïwan est protégée par les États-Unis. Les États-Unis sont un petit peu tout partout, je trouve. En tout cas. Et Xi Jinping, lui, n'est pas content. Pas content, Xi. Xi, là, pas bon. Donc, les semi-conducteurs. Le problème, la Chine veut, d'ici 2025, il y en a plusieurs qui parlent du nouveau, la route de la soie et le projet de Xi en 2035, la Chine va contrôler pas mal la planète. Croyez-moi que je ne sais pas si c'est par la route de la soie, mais ils s'en viennent bien. Ils rentrent lentement en Afrique. Malheureusement, ils ne sont pas plus fins, à mon avis, que les autres pays, spécialement la France, qui a essayé de prendre le contrôle complet de la Chine, de l'Afrique, de plusieurs pays d'Afrique. Et ils sont en train de leur dire poliment à la France, « Sacrez votre camp d'ici. » Il y a d'autres pays qui viennent, entre autres la Russie, la Chine, qui nous aident. L'histoire va le dire si c'est vrai ou pas, mais pour le moment, plusieurs pays d'Afrique ne veulent plus rien savoir de la France et de... quelques petits pays, entre autres la France, je le répète. Et là, ils acceptent beaucoup plus la Russie, qui semblerait leur donne plus, pas leur donne, mais leur offre plus de support pour que le pays lui-même d'Afrique se développe. Ce que la France n'a jamais fait, ils ont pris à peu près toutes les richesses du pays, puis tiens, arrangez-vous, puis on vous donne un petit peu d'argent une fois de temps en temps. Je pense que, pour en revenir aux terres rares, il y en a beaucoup en Afrique. Il y en a dans différents pays aussi, là. Il y en a en Russie, il y en a en Chine, il y en a de la terre rare. Mais d'après moi, la richesse va être ça. Et les semi-conducteurs. Ça, l'histoire est drôle parce que ceux qui me disent, Hubert, c'est comment est-ce que la Chine réussit à tirer son épingle du jeu? Parce que, comment est-ce qu'on dit ça? C'est une invention, ce fameux microprocesseur, semi-conducteur, c'est considéré comme une invention, mais c'est à double tranchant. Ils appellent ça une invention à double usage. Si c'était une invention qui n'était que civile, il y a une date limite d'un droit d'auteur, puis après tant d'années, il y a des ententes qui peuvent être prises que, OK, maintenant... Il y a eu une protection sur le droit d'auteur, sauf que le semi-conducteur a un double usage. C'est une invention à double usage. Donc, tu ne peux pas, selon une entente, si je ne me trompe pas, c'était au Danemark, il y a eu une entente aux Pays-Bas, pour être, je pense, quelque chose du genre. Étant donné que c'est à double usage, tu ne peux pas copier cette invention-là, parce que c'est non seulement civil, pas besoin de vous le dire, de plus en plus de semi-conducteurs sont utilisés dans le militaire.
Et dès qu'on parle de militaire, de guerre, de produits militaires, oups, l'entente vient de tomber. Non, non, non. Les droits, tu n'as pas le droit d'y toucher. Donc, la Chine aimerait bien ça, pouvoir mettre la main sur différentes inventions américaines. Ils ne peuvent pas, parce que c'est de double usage, vous comprenez l'idée. Mais, tout le monde est en train de construire des usines. En Chine, c'est énormément d'usines et eux, je n'ai pas besoin de vous le dire, qui regardent au-dessus de leur épaule la Taïwan. Je ne sais pas comment ça va finir cette histoire-là, mais eux, ils savent que la Taïwan est très performante dans le développement des microprocesseurs, ce qu'on appelle les inventions des semi-conducteurs. Les États-Unis ont plusieurs droits d'auteur, ils sont en train d'en construire énormément également. Quand je dis énormément, beaucoup d'usines de semi-conducteurs pour reprendre le temps perdu, pour être le plus à jour. Donc, pour répondre à la question qui revenait, comment est-ce qu'ils font, eux autres, pour rentrer, puis qui va avoir le pouvoir, qui va devenir, avec la puissance du semi-conducteur? Là, ça m'empêche. Je ne pouvais pas m'empêcher de lire, moi, ce que j'appelle le soft power. Moi, je pense que la Chine est bien bonne là-dedans. Au Canada, c'est un secret pour personne, mon opinion est claire là-dessus. Même que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a déjà dit qu'il adore, ou je ne sais pas s'il a utilisé le mot « j'adore », mais j'aime, ou peu importe, là, que la Chine, j'adore de la façon que c'est dirigé, puis j'aime la Chine. Bon. La Chine, le soft power, ça, là, quand tu apprends lentement de la façon que la Chine fait des entrées à gauche et à droite dans différents pays, il y en a qui sont plus faciles à ramasser comme pays. D'autres, c'est plus difficile. Et ils vont très délicatement. Ils font de l'intrusion. En tout cas, c'est intéressant. Ce que les Américains ne font pas. En passant, j'en ai pas ni pour la Chine ni contre les États-Unis. C'est juste que j'ai trop l'impression, quand les États-Unis rentrent quelque part, c'est avec le grosses bottines. Eux autres, le mot soft power, je ne sais pas où ils s'en servent, mais peut-être qu'ils connaissent la technique, mais j'ai l'impression qu'ils ont pas mal plus souvent qu'autrement des grosses bottes quand ils rentrent quelque part. Prenez comme exemple le Vietnam. Eux autres, quand ils attaquent, on appelle ça, ils tapissent l'adversaire. Vietnam, Afghanistan, l'Irak. J'ai toujours l'impression, eux autres, quand ils rentrent avec les grosses bottes, regarde, soft power, on va t'arranger ça, moi. Bon. Donc, à mon avis, la nouvelle puissance, ça va être ceux qui vont avoir le plus de contrôle sur les microprocesseurs. Évidemment, l'intelligence artificielle, c'est ce que je dis. Il y a plusieurs façons de prendre le contrôle. Là. Ça peut être la guerre commerciale. Celle-là, la Chine est pas mal d'avance. Je n'essaie pas de dire qu'ils sont en train de battre les États-Unis, mais disons que... Mettons, je n'apprends rien à personne là, qui commence à être... un peu partout. La guerre idéologique, celle dont je viens de parler, les microprocesseurs, les semi-conducteurs, là, c'est celle-là qui est en train de travailler. Je pense que c'est là que ça se passe. Puis il n'y a pas beaucoup... Il y a différentes grosses corporations, là, comme Samsung, Huawei, Apple, mais je ne sais pas qui va arriver le premier en haut du podium dans les semi-conducteurs et surtout les terres rares qui vont prendre possession de différentes terres dans différents pays. Je répète, l'Afrique, le Congo, l'Angola, de différents pays dans le centre, là, en Afrique. Il y en a en Titi. Mais chacun des pays en a. Le problème, c'est que, là, c'est délicat ce que je vais dire, mais en Occident, on parle beaucoup de l'environnement, le réchauffement climatique. Il ne faut pas qu'on se développe, il ne faut plus qu'on fasse rien. Il ne faut pas créer de mines, il ne faut pas utiliser ses propres ressources naturelles, parce que là, tout le monde le voit, puis tout le monde dit, bien là, tu ne fais pas attention à l'environnement, fait que tu le fais ailleurs. Tu le fais dans un autre pays, fait que ton monde ne voit à rien. Fait que là, tu peux dire que, nous autres, on est environnementalistes. Hey! Y a-tu quelqu'un qui va le réaliser? Sacrifice! C'est la chose la plus évidente. Autant au Canada, même aux États-Unis actuellement, c'est un parti démocrate qui est au pouvoir. On l'appelle le président, je vais en parler tout à l'heure de toute façon, Biden. Au Canada, au Québec, différentes provinces, c'est la même chose. C'est l'environnement. Ben oui, l'environnement. Bon, on a tout un cellulaire, calique. Puis on veut tous avoir un ordinateur ou un laptop ou peu importe ce qu'on veut, on le veut plus vite. Ouais, mais on veut pas le voir. Où est-ce qu'on ramasse ça?
c'est là que je dis, à un moment donné, y a-t-il quelqu'un qui va arriver avec l'heure juste? Je vais finir par faire une synthèse de cette grande théorie-là, pareil comme si en Occident ou en Europe, dans différents pays, encore là, la France, le Luxembourg, différents pays là, qui font bien attention à l'environnement. Ben oui. Puis là, ils sont en train de scraper différents autres pays. Je vais finir par faire une synthèse de cette histoire-là concernant le réchauffement, le refroidissement. Rappelez-vous qu'à une époque, dans les années 50-60, pour en revenir au livre de tout à l'heure, là, vous irez le livre, là, puis le livre. Puis il fait référence à ça. Là, dans les années 50, la grosse mode, c'était le refroidissement de la planète. Là. Tout le monde avait peur. On va tous mourir gelés, bien dur. Bon, là, c'est changé, mais c'est un cycle. Et c'est ce qui explique. Puis c'est pas l'homme qui va faire ça. Et il explique, je répète, le CO2, pour en revenir au livre que je parlais tout à l'heure. Bon, j'avais dit que je m'en porterais pas. Et dans cette histoire-là, moi, je répète, là, les terres rares, les semi-conducteurs, je pense que la Chine a un avantage sur les États-Unis. Mais c'est à suivre. C'est à suivre. Pourquoi je dis c'est à suivre? C'est justement le sujet que je veux parler. Aujourd'hui, oui, parce qu'on a terminé les élections ici au Québec et le gouvernement est Coalition Avenir Québec majoritaire. Ça, c'est terminé, c'est emballé, sous-clé, fermé, barré. Aujourd'hui, on s'en va vers les midterms américains. Bon! Ça, pourquoi j'ai mon petit... Ça, c'est ma mascotte quand je vais parler du midterm, qui, d'ailleurs, le 8 novembre, va avoir lieu le 8 novembre. Ça, c'est étonnant. Pour ceux qui aiment ça, vous vérifierez ce que je dis. Les midterms, selon la réglementation américaine, ça a lieu, il y a une date précise. C'est le mardi qui suit le premier lundi du mois de novembre. OK? Ça veut dire que le lundi, cette année, c'est le 31 octobre. 1er novembre, c'est un mardi. Donc, ça ne compte pas comme étant le premier lundi du mois de novembre. Puis normalement, c'est une semaine après. S'ils avaient respecté ce qu'ils disent, les Américains, bien, ça ne serait pas le 8 novembre. Parce que le 8 novembre tombe la semaine d'après, mais le lundi de la semaine d'avant ne tombe pas le premier jour du mois de novembre. J'essaierai de comprendre ce que je viens de dire là. Mais en tout cas, ça devait être 7 jours plus tard. Parce que le lundi de la semaine d'avant ne tombe pas. Bon! En tout cas, pour vous dire que j'ai vérifié, j'ai dit, voyons, ça ne marche pas le 8, mais ça va être le 8. C'est le 8 novembre. Et ce qui va se passer, oui, avant d'aller plus loin, merci encore une fois à tous ceux qui écoutent l'émission, qui encouragent Lux Média. C'est bien apprécié. Je vous remercie encore. Faut comprendre, là, les midterms, là, ceux qui disent, il y en a qui disent que non, il n'est pas si fou que ça, Biden, puis il n'est pas perdu, puis il va se représenter en 2024. Et je ne fais pas partie de ceux qui disent ça. Moi, je pense qu'il va faire un mandat. Ils sont déjà en train d'y penser au Parti démocrate. Comment est-ce qu'on peut dire à M. Biden merci aux prochaines élections qui vont avoir lieu le 2024. Et ils ne veulent pas avoir la vice-présidente actuelle. Là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont arranger ça dans leur jeu de cartes. Ceci dit, ça ne fait que 2 ans qu'il est président. Il reste encore, 2 ans. Et à tous les 4 ans, le président est élu, mais à tous les 2 ans, après l'élection du président, on appelle ça les midterms. Et ça, c'est impressionnant. Moi, je vous le dis, là, l'élection américaine présidentielle, c'est important. C'est lui qui dirige ce qu'on appelle encore aujourd'hui, par respect, le pays le plus puissant au monde. Fait que donc, c'est l'homme qui serait le plus puissant, qui serait élu, c'est à tous les 4 ans. Mais à tous les 2 ans, on remet en question ce qu'on appelle le Congrès. Il y a 2 chambres, la Chambre des représentants et le Sénat. Puis à tous les 2 ans, la Chambre de représentants, ça, c'est, je l'ai écrit pour être sûr de ne pas me tromper, j'avais déjà dit 438, c'est 435. C'est 435 représentants, membres du Congrès, sont 435. Tenez-vous bien, tout le monde tombe en élection au midterm.
Actuellement, la Chambre des représentants est gagnée, elle est dirigée, elle est au pouvoir, c'est les démocrates qui en ont plus que les républicains. Mais là, on tombe en élection le 8 novembre. Donc, les 435 représentants élus, en place actuellement, sont en train de faire le tour de toutes les petites chaumières. Puis là, ils disent à tout le monde, vous êtes fins, puis on est fins, puis on est tous fins, puis on s'aime. Sauf que là, pas sûr que l'économie va bien aux États-Unis. Pas sûr que la dette américaine fait en sorte que la santé... Pas sûr que l'inflation fait en sorte que ça... Vous comprenez, là? Pas sûr. Puis ça, on ne peut pas changer ça, les midterms. C'est une date fixe. Auparavant, au Canada, vous rappelez-vous, les élections? Bon, OK, je la déclenche tout de suite. On appelait ça la fenêtre Overton, elle est juste bien placée. On déclenche les élections, puis là, tu passes une belle phase. Aux États-Unis, d'ailleurs, il pourrait y avoir bien des choses qu'on change ici au Canada. Ça, c'est déjà changé. Mais en plus, on devrait faire... Peu importe. On revient aux États-Unis. Donc, aux 2 ans, 400 représentants, le Congrès passe au vote. Et le Sénat. Et là, tu tombes la Chambre haute. La Chambre des représentants compose des textes, puis le Sénat approuve des textes. Vous suivez? C'est les 2 chambres, puis ils ont énormément de pouvoir, les 2. Parce que le président, évidemment, et le nombre d'élus, selon qui dirige, influence. Parce que tu peux, comme Obama, je vais vous donner un exemple, Obama, au midterm, lors de son mandat, il a perdu 63 représentants à la Chambre. Tout le monde disait, Obama, l'homme le plus populaire au monde. Paf! Il a perdu 63 représentants à la Chambre des représentants. Là, il a plus le contrôle pantoute, là. Là, c'est là qu'on voit la puissance d'une équipe. Un président, son vice-président et son équipe sur place qui est élue. Et là, on appelle ça le pouvoir de négociation. Tu sais, si je te donne une banane, ben, tu me donnes-tu une pomme? Tu sais, là, tout le monde veut avoir un petit peu de tout pour faire une loi qui se tienne puis qu'elle soit approuvée. Vous comprenez le principe? Et d'après moi, ce qui va arriver les 2 dernières années de Biden, maintenant, il y a le contrôle, là, les 2 chambres, le Sénat et la Chambre des représentants. J'ai l'impression, ma première prédiction, j'ai l'impression qu'il va perdre, le Parti démocrate va perdre la Chambre des représentants. Mon chiffre n'est pas précis, mais je veux juste vous démontrer que je pense que ça va être une avance confortable pour les républicains d'environ 235 à 200. C'est un vrai virage. Et même que, je suis en train de vérifier, parce qu'on dit toujours, il y a des endroits comme le Dakota du Nord, Dakota du Sud. Il y a des endroits dans le Midwest américain, vers l'Ouest, bien, pas la Californie, là, évidemment, mais c'est pas mal républicain. Bien, tenez-vous bien, la Californie, justement. Une Californie, là, de côté Est, pas sur le bord de la mer, là, c'est interne, inland. En allant vers le Nevada. Là, tu sais, là. Bon. Moi, j'ai l'impression que la Californie là, va faire passer plus de représentants républicains qu'on peut penser. La Californie, là, ça va pas bien. Vraiment pas bien dans cet État-là. C'est démocrate. J'en rien contre le Parti démocrate. Je trouve juste qu'ils sont pas mal trop à gauche. Pas mal à gauche. Bien à gauche. Bien à gauche. Puis, j'aime pas trop ça. Le style mondialiste, puis... bon, vous comprenez que c'est pas trop mon style. Moi, j'aime le style patriote. J'aime le... Regarde, on a un pays, on va s'occuper de notre pays, on va faire grossir notre économie, puis, par générosité, puis vous allez comprendre que c'est parce qu'il y a de la générosité si on aide un autre pays. Vous allez le comprendre, puis on va vous le faire comprendre. On va en aider d'autres. Quand nous, ça va bien aller. Mis à part, évidemment, s'il y avait des choses naturelles qui arriveraient, comme des ouragans, dans différents pays, c'est normal que les pays s'entraident lors de gros événements qui sont reliés à la nature. Tout ça pour dire que je suis pas mal plus le gars qui dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, quand je vois ça, là, que tout le monde essaie de... Je dis tout le monde. Quand les États-Unis essayent d'imposer à l'Union européenne
donner des armes à l'Ukraine pour empêcher Poutine. Là, quand c'est rendu que tu joues dans le jeu de cartes de quelqu'un, en tout cas. Bon, tout ça pour dire que je reviens avec mes élections. Je pense que ça va être 235 à 200. Mon chiffre n'est pas précis, mais n'oubliez pas que c'est bientôt. Là, on est rendu le 11 octobre, c'est le 8 novembre. Là. C'est dans moins de 30 jours. On y va. Donc, c'est ça qui va y avoir lieu au midterm. Je viens de régler la Chambre des représentants. Le Congrès, c'est 2 chambres. Les représentants, c'est réglé. Sénat. Le Sénat, actuellement, c'est le... Par la peau des fesses. Je ne sais pas si ça se dit, ça. Oui. Ils ont passé par la peau des fesses. C'est démocrate. Je n'expliquerai pas toute la réglementation aux États-Unis, mais c'est le Sénat démocrate qui est là actuellement et qui, donc, approuve ce qui se fait. Et voici ce qui arrive. Il y a 2 sénateurs par État. Il y a 50 États, donc ça fait 100 sénateurs. Un sénateur, lui, il est élu pour 6 ans. Le tiers est élu pour 6 ans, le tiers pour 6 ans, le tiers pour 6 ans, à 2 ans d'intervalle entre chaque. Donc, le 8 novembre, le tiers du Sénat tombe en élection. Vous me suivez? Si c'était précis. Voici pourquoi c'est pas tout à fait précis. D'ailleurs, au lieu d'être 30, ça devrait être 33 là, à peu près. Là. Je pense que ça va être 34 ou 36 sénateurs. Vous comprendrez qu'il y en a qui meurent. Bon, OK, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Il y a des changements, là, des petits changements. Mais c'est toujours le tiers, grosso modo. L'élection qui s'en vient, ça devrait être 36 sénateurs qui sont en élection. Tous les autres ne sont pas en élection. Vous comprenez? À tous les 2 ans, le tiers. Ça fait que chaque sénateur est élu pour 6 ans, mais pas en même temps que les autres. Bon. Et là, c'est plus difficile. Pour ceux qui suivent la campagne et que ça intéresse, vous avez juste à me faire des commentaires. Je peux aller très en profondeur. J'ai demeuré aux États-Unis. Je peux vous en parler. J'ai eu même la chance de rencontrer quelques gouverneurs qui sont devenus sénateurs en personne dans différents États. Mais tout ça, j'en reviens. Le Sénat, c'est le tiers. Et là, il faut que tu regardes, OK, le tiers tombe en élection. Qui a le plus à perdre? Parce que si c'est le tiers, tu le sais pas. Ça a été pensé comme ça lors de la création. Il y a longtemps, aux États-Unis. Aujourd'hui, tu ne le savais pas que sur 36, il va en avoir 22 républicains qui sont à aller au vote. Il y en a donc moins. Vous comprenez qu'il y en a juste 14 démocrates. Donc, on appelle ça une élection non avantageuse pour le Parti républicain parce qu'il y en a beaucoup plus, eux autres, sur le bulletin de vote. Il y en a plus qu'une vingtaine, tandis que l'autre en a moins qu'une quinzaine. Alors là, c'est délicat. Et c'est là que je dis, bon, il y en a qui vont me dire, Gilbert, c'est quoi ton chiffre? Même à ça, tenez-vous bien, je n'ai pas terminé parce que ça se peut que je dise 53. À mon avis, ça va être tough. Ça va être... Ce que je veux dire, c'est que peu importe la pensée de... Je vous donne la mienne, là, moi, d'après moi, ça ne sera pas un républicain là, qui ramasse le Sénat là, à la totale. Non, d'après moi, le top qui peuvent gagner, c'est 53. Je pense que ça peut être 52. Mais 52-48, ils prennent le contrôle du Sénat. Et donc, je viens de vous donner mon chiffre. Pour le moment, je dis 52-48. Donc, le Congrès complet change de bord. N'allez pas croire que c'est exceptionnel ou c'est parce que Biden ne se rappelle même pas qui est président ou peu importe la raison que vous allez donner. Non. C'est souvent le cas. Midterm, le président perd son... C'est pas la première fois que je l'ai expliqué tout à l'heure. Obama, tout le monde pensait qu'il était bien populaire. Lui, il en a perdu plus que 60 lors d'un midterm. Voulez-je vous dire, c'est plus difficile pour le président, la fin de son mandat, les 2 dernières années, mais c'est possible, c'est possible. Là, on tombe dans le pouvoir de la négociation, puis là, il faut que tu essayes de ramasser des sénateurs de ton bord, puis regarde, si on fait ça, puis vous comprenez, moi, j'adore ça, le phénomène de négociation, le fait que plusieurs
sont obligés de communiquer entre eux autres. Puis j'appelle ça, moi, des soupers qui finissent tard. Tu sais, là, ils essayent de le convaincre. Puis là, ils disent, OK, si tu fais ça, puis bon. Donc, je viens de dire 235-200 à la Chambre des représentants et 52-48. C'est pas ma finale. Mais je vous dis tout de suite que, peu importe si je change mes chiffres, je pense que les deux chambres changent de main. Les deux chambres tombent républicaines. Je termine, mais avant de terminer, n'allez pas croire que c'est juste ça. Je suis fait un petit graphique avec Donald Trump dans le milieu. Oups, d'être là, il est là. Bon, et là, lui, là, il fait des rallyes. Évidemment que ceux qui n'aiment pas Trump, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous ne l'aimez pas? Bon, correct. Mais vous ne l'arrêterez pas, ce gars-là. Lui, c'est clair dans sa tête. Je pense également qu'il va être candidat à la présidence américaine en 2024. Il ne fait que préparer son monde. Et il fait des rallyes, des grandes rencontres dans différents États où il y a, justement, des sénateurs qui sont en période de vote. Fait que là, il va faire la promotion de certains sénateurs. Mais il y va également parce que le bulletin de vote, il va y avoir plusieurs personnes qui sont sur le bulletin. La Chambre des représentants, quand Donald Trump dit « je vais aller faire un rallye dans le Michigan », bon, là, tu dois te dire, OK, probablement que la Chambre des représentants, il voudrait en ramasser 2-3 parce que c'est possible qu'il ramasse. Puis, oups, peut-être que le sénateur, il n'est pas fort, je vais pousser sur le mien. Il y a des États que ça va être plus dur. Mais je répète, Donald Trump, là, il a la tête dure. Il a la tête dure. Non, il a la tête dure. Puis il fait des rallyes partout, dans à peu près tous les États qui sont à vérifier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas juste des sénateurs. C'est un grand bulletin de vote. Et là, j'ai fait les vérifications. Il y a les 435 représentants. Je l'ai dit tout à l'heure. 36 sénateurs, je pense, qui sont en vote. 36 gouverneurs. Ça, un gouverneur, c'est comme le premier ministre du Québec ou de l'Ontario. C'est pas le premier ministre du Canada. C'est le premier ministre d'une province. Effectivement, il n'y a pas le même pouvoir. Il y a plus de pouvoir, je pense, que le premier ministre au Canada dans une province. Il y en a 36 qui tombent en élection, là. Gouverneurs. Donc, Donald Trump, le bonhomme, il est vaillant. Moi, je l'appelle le grand blond à chaussures noires. Que vous l'aimiez, que vous ne l'aimez pas, le gars, il veut en sacrifice. Fait que là, quand il fait ses rallyes, évidemment, les gouverneurs qui aimeraient bien qu'ils prennent le contrôle de l'État, il les présente, il les fait monter sur l'estrade, puis présente-toi, puis vous comprenez le principe, là. Donc, il y a 36 gouverneurs. Et ça, un gouverneur, vous comprenez, un premier ministre, il a énormément de pouvoir sur ce qui se passe dans l'État. Et les allégeances du gouverneur sont bien importantes pour l'élection présidentielle qui s'en vient en 2024. Vous comprenez ça, hein? Bon. Et sur le bulletin de vote, là, je vais essayer de terminer là-dessus pour que vous compreniez qu'il y en a plusieurs. Mais il y a un autre poste qui est bien important, c'est le secrétaire d'État. Le secrétaire d'État, c'est lui qui check pas mal ce qui se passe lors des élections. Je ne voudrais pas revenir sur 2020, mais disons qu'il y en a qui disent que... Je ne peux pas finir ma phrase, mais vous comprenez que 2020, ça a été... c'est ça, ça a été une élection. Bon. Et il y a 27 secrétaires d'État actuellement qui vont être sur le bulletin de vote. Alors, Donald Trump, qui fait ses rallyes, invite également des secrétaires d'État, puis il répète son nom, votez pour lui, votez pour lui, pour être certain, selon le grand blond en chaussures noires, que les élections de 2024 vont, je ne sais pas si ça se dit, être plus... faire en sorte que tous les citoyens américains soient fiers et cessent de dire qu'il y a peut-être eu ou qu'il y a de la manipulation de bulletins de vote. Rappelez-vous de l'élection de 2020, là, il y a des documentaires qui ont été faits. Les gens allaient voter dans des boîtes à mal subventionnées par la compagnie Microsoft. Je retire mes paroles. La compagnie Facebook, menée par le président, là, qui subventionnait, on ne parle pas de 50 millions, on parle de centaines de millions de dollars pour installer des boîtes à différents endroits dans différents États clés. Comme par exemple,
le Michigan. Comme par exemple, la Géorgie. La Géorgie, en passant, la grosse ville, c'est Atlanta. L'Arizona. Vous me suivez? Différents États, il n'avait-tu des boîtes, puis... Tout ça pour dire que Donald Trump travaille très. La Pennsylvanie, ça me fait penser, je suis en train de regarder, c'est vrai, la Pennsylvanie aussi. Tout ça pour dire que c'est pas réglé. Mais je suis content d'avoir fait encore mes petites prédictions. Je pense que le Sénat et la Chambre des représentants vont changer de main, pas de façon à démolir les démocrates. À cause de ce que je viens de vous expliquer, le Sénat, c'est pas tout le monde qui change. Mais ça ressemble à ça. D'après moi, ça va ressembler à ça. Hein? Bon. T'es-tu content, mon petit blond en chaussures noires? T'es-tu content? Oui! Parce que...